Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas si tout le monde était là la semaine dernière ou ici il y a des nouveaux. Bon, ben, je vais continuer un tout petit peu sur ma lancée, mais je vais redire pas mal de choses sur le plan théorique. D'abord, je vais me présenter pour savoir un peu qui vous avez en face de vous. Je suis Rémi Cardinal, un artiste musicien, pianiste classique. Et j'interviens ici sous la casquette de la militance dans Réseau Salariat, qui est un réseau d'éducation populaire qui s'est formé autour des idées de Bernard Friot, peut-être que vous avez entendu, de cet économiste, sociologue et historien, qui a fait un gros travail autour de la sécurité sociale et plus particulièrement du monde du travail. Et je suis aussi un co-animateur d'un collectif de musiciens dits classiques qui s'appelle Convergence des luttes, lutte écrit L-U-T-H-S. Et donc, la semaine dernière, on a pas mal parlé du régime des intermittents du spectacle et comment regarder, comment comprendre, comment interpréter ce régime comme une voie d'émancipation au mode de production capitaliste. Bon, peut-être qu'on y reviendra un peu tout à l'heure. Mais là, ce qu'on m'a demandé, c'est d'intervenir sur un sujet qui va sans doute être un des sujets phares de la prochaine campagne électorale présidentielle, le revenu de base, que j'ai un tout petit peu... j'ai donné un titre, revenu de base versus salaire à vie, ou salaire à la qualification personnelle, qui est plus connu par le nom de salaire à vie. Souvent, ces deux termes sont confondus et je crois qu'il est bon d'éclaircir un tout petit peu les deux concepts afin de voir à quel point ils sont totalement opposés et ils s'éloignent carrément. Je dirais que le revenu de base, pour commencer, c'est un filet de sécurité pour le mode de production capitaliste. Le mode de production capitaliste a besoin d'un revenu de base. On va l'expliciter un tout petit peu plus tout à l'heure, un peu plus tard. Et par contre, le salaire à vie ou le salaire à la qualification personnelle, eh bien, c'est un salaire qui nous émancipe du mode de production capitaliste. Il nous sort de ce mode de production et en cela, il est totalement émancipateur. Donc, revenu de base, c'est un filet de sécurité qui ne remet absolument pas en question l'ordre établi et le salaire à vie, lui par contre, bouleverse totalement le mode de production capitaliste. Et pour cela, alors n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des termes que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Le but, c'est ça, hein, c'est l'échange, c'est pas la conférence. Hein. Mais pour bien comprendre tout ce que je viens de dire en introduction, il faut revenir un peu sur qu'est-ce que c'est qu'un mode de production capitaliste et un mode de production communiste. Alors, le mode de production capitaliste, il y a trois institutions. Il se base sur trois institutions qui sont déterminantes. La première institution, c'est la propriété dite lucrative des moyens de production. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de l'outil de travail d'une entreprise, d'outils. Et en ce titre, vous avez le droit d'exploiter le travail vivant de travailleurs. C'est-à-dire que vous allez avoir un travailleur qui va travailler pour vous, qui va produire de la valeur économique, de la valeur aussi d'usage, mais surtout de la valeur économique, et vous allez avoir droit de lui piquer une part de sa production de valeur économique. C'est ce qu'on appelle la survaleur chez Marx, ou le profit, plus communément appelé le profit. Et tout ceci, c'est légal. Vous êtes propriétaire lucratif de l'outil, vous avez le droit
de faire du profit. Et ce profit, vous pouvez le réinvestir ou pas. Aujourd'hui, la critique, souvent à gauche, c'est que, on va dire, ok, il y a des propriétaires lucratifs, malheureusement, on l'accepte, mais le débat va se faire sur est-ce que ces gens nous piquent trop de valeur et qu'est-ce qu'ils font de cette valeur qui nous pique? Est-ce qu'ils le réinvestissent dans l'outil de travail? Et aujourd'hui, on est un peu dans cette impasse-là. Alors, en règle générale, la gauche, même la gauche radicale, accepte cet état de fait, mais dresse un point vengeur contre ces salauds de patrons qui nous piquent trop de valeur. La valeur économique, je fais un petit rappel par rapport à la dernière fois, c'est ce qu'on appelle la part de l'activité humaine qui produit de la valeur économique, qui vaut salaire. Toutes les activités humaines ne produisent pas de la valeur économique. Toute l'activité humaine produit, elle, de la valeur d'usage. Je fais quelque chose, et on dit que ça, dans un terme savant, ça produit de la valeur d'usage, de l'utilité. Et il y a une infime partie de cette activité qui produit de la valeur économique. C'est ce qu'on appelle le travail, communément. Quand on dit « je cherche du travail », on ne dit pas « je cherche une activité ». On cherche une activité qui vaut salaire. L'exemple qui est très connu, je me lève le matin, je fais une omelette pour mon petit déjeuner, je produis donc de la valeur d'usage. Je pars dans un café, une brasserie, je fais la même omelette en tant que cuisinier, je produis la même valeur d'usage, l'utilité, mais en plus, cette activité est réputée produire de la valeur économique. Donc, c'est un terme un tout petit peu abstrait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la valeur économique, c'est dans le camp du travail abstrait, et la valeur d'usage, c'est dans le camp du travail concret. Le travail concret produit des richesses. À ne pas confondre, comme c'est toujours fait, avec la valeur économique. La valeur économique, ça ne produit pas de richesse. Hein? La richesse, c'est dans le camp de la valeur d'usage, le travail concret. La richesse, c'est l'addition de tonnes de kilos de pommes de terre produites dans l'année, l'addition de kilomètres d'autoroute produite par Vinci, etc., etc. Ça, c'est la richesse. Chaque fois que vous entendez un économiste à la télé ou autre vous dire que le PIB, c'est la mesure de la richesse nationale, il faut que vous vous disiez ou il le prend pour un idiot, ou il n'y connaît rien. En général, c'est un peu les deux. Cette confusion est dramatique. Elle nous envoie au discours de certains écologistes qui confondent valeur et richesse. Pour eux, il faut être décroissant. Décroissant, c'est quoi? Réduire le PIB. Réduire le PIB, je le rappelle donc, c'est réduire la valeur économique et non pas la richesse. Oui, nous sommes d'accord avec les écologistes et les décroissants qui disent qu'il faut réduire les richesses, que nous consommons trop de richesses, nous produisons trop de kilomètres d'autoroute, trop d'avions, trop d'iPhone, etc. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la valeur économique. La valeur économique, c'est le travail vivant. Seul le travail vivant produit de la valeur économique. Un exemple très concret. Aujourd'hui, nous savons que les produits alimentaires que nous consommons ont très peu de valeur nutritive. Les dernières enquêtes, c'est une pomme produite dans l'agrobusiness, il faudrait en manger une trentaine pour avoir la valeur nutritive d'une pomme cultivée en bio. Donc, pour cultiver 30 pommes dans l'agrobusiness, c'est un travail, disons,
on consomme donc, on produit beaucoup de richesses, 30 pommes. Ce sont des pommes qui sont produites par la mécanisation, du travail mort, comme dit Marx, avec très peu de travail vivant, puisqu'il y a beaucoup de machines. Très peu de travailleurs vivants, beaucoup de machines. Si vous voulez transformer une agriculture bio sur le plan macroéconomique, sur le plan national, voire international, c'est-à-dire qu'il va falloir produire une pomme qui auront l'équivalence de 30 pommes, d'accord? Eh bien, l'agriculture bio, on le sait maintenant, ou la permaculture, a énormément besoin de bras, énormément besoin de travailleurs vivants. Parce que la permaculture, on commence à le savoir, ça ne fonctionne pas avec la machine, avec la mécanisation. Donc il faut augmenter énormément le nombre de paysans. Donc, augmenter le nombre d'heures de travail. Donc, augmenter le nombre d'heures, le nombre de valeurs, la quantité de valeur économique. Donc vous voyez bien qu'on peut très bien augmenter considérablement le PIB, qui est la mesure de la valeur économique, tout en diminuant la part du travail concret, la quantité de richesse. Où est-ce qu'on peut dire qu'un bien, c'est toujours de la richesse et qu'un service, c'est toujours de la valeur économique? Non, le bien et service, ça correspond au marché des biens et services, ça produit de la valeur d'usage, du travail concret, et de la valeur économique, le travail abstrait. C'est les deux. Mais c'est un mode de travail. Les biens et services, c'est le travail, par exemple, indépendant. On va le voir un peu plus tard. Mais biens et services, ça produit les deux. Ça produit du travail concret, de la valeur dite d'usage. L'usage, ça veut dire c'est utile. Ça peut être utile bénéfiquement ou que ça soit détestable. Hein. Si tu fabriques des médicaments comme Servier, eh bien, tu vois bien que l'utilité publique est plus que contestable. Si tu construis beaucoup d'autoroutes, beaucoup d'avions, on voit bien maintenant, nous sommes conscients, depuis peu, hein, mais nous sommes conscients que ça ne va pas dans nos propres intérêts au niveau de l'environnement. Donc, et pourtant, ça fait partie de l'utilité. Donc, biens et services, c'est le bien, c'est je fabrique une pomme, le service, j'enseigne des mathématiques financières pour la bourse. Voilà, tu vois, donc ça, c'est un service. Mais, pardon, du coup, enseigner des mathématiques financières pour la bourse, quand on fait ça, on ne produit pas de richesse. Ah ben si, tu produis. La richesse, oui, je vois ce que tu veux dire. Dans le concret du matériel. Oui. Voilà, très bien. Mais tu produis de l'utilité, la valeur d'usage. C'est pour ça que le terme savant, qui est un peu compliqué, mais il est plus juste, c'est produire de la valeur d'usage. L'usage que l'utilité de la chose que je produis. D'accord? Et dans l'autre camp, le travail dit abstrait. Abstrait pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une valeur qui s'abstrait du sujet concret du travail. Le travail a deux versants, deux définitions. Le travail concret et le travail abstrait. Le travail concret, c'est la production d'usage, de valeur d'usage, et le travail abstrait, production de valeur économique. Dans le dit travail, le travail dit productif, quand j'ai un boulot, eh bien je produis les deux choses. Je produis de la valeur d'usage, du travail concret, je fais une omelette dans un restaurant, et en plus, je produis de la valeur économique. Qui décide si mon activité vaut salaire? C'est le rapport de force sociale. Celui qui maîtrise
l'outil de travail dont je parlais, la propriété lucrative, il va déterminer la production de valeur économique et en plus, il va déterminer la production de valeur dite d'usage. Un exemple plus concret pour mieux comprendre, si c'est la famille Peugeot qui tient la main sur la production de transport, il ne faut pas s'étonner que le vélo, tous les transports doux soient dans l'état dans lequel on le connaît. Évidemment, tant que la bourgeoisie a la main sur le travail, c'est-à-dire elle décide de ce qui va être produit, concrètement, donc aussi abstraitement, c'est plutôt abstraitement et donc concrètement, eh bien, c'est elle qui décide du mode de production qu'on connaît aujourd'hui, le mode de production capitaliste. Donc, l'enjeu de savoir qui va décider si mon activité concrète vaut salaire ou pas, c'est la lutte de classe. Alors donc ça, c'était la première institution du mode de production capitaliste. La propriété dite lucrative. Lucrative parce que tu peux tirer un revenu de ta propriété. Un autre exemple pour être encore plus concret. Je suis propriétaire de 2 appartements. J'en utilise qu'un seul. Je vis dans un appartement. Je l'use. L'usage. D'accord ? Le deuxième appartement, si je le loue à quelqu'un, eh bien, je deviens un propriétaire lucratif. Je pique une part de la valeur économique produite par mon locataire à mes fins. En tant que propriétaire lucratif, j'ai le droit de piquer une part de la valeur produite par d'autres. Je ne produis rien. Je suis propriétaire. D'accord ? Je suis une sorte de rentier. Voilà. Mon capital, mon deuxième appartement, me rapporte un revenu. C'est clair pour... Alors, la deuxième institution du mode de production, c'est le marché du travail. Justement, on en a un tout petit peu parlé. Le marché des biens et services, qui est un des modes de travail canoniques du capitalisme. Il démarre, on en a parlé la dernière fois, au XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, plus exactement, et il met des individus libres sur un marché. C'est relativement nouveau, cette histoire, par rapport au mode de production féodal. Avant, on n'avait pas le droit librement de décider de travailler pour son compte. Ça, c'était pas possible. Eh bien, le capitalisme apporte un acquis social considérable. Le capitalisme, c'est, sur le plan de l'anthropologie, un progrès social. Aujourd'hui, il est temps de l'abattre parce qu'il ne peut plus on ne peut plus lui confier les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux, que sais-je encore, mais à l'époque, c'était un véritable progrès. On n'avait plus besoin d'avoir du sang bleu pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est énorme comme avancée. Si je ne me trompe pas, historiquement, quand même, c'est lié au mouvement des enclosures, et donc c'était un peu du travail forcé. C'est-à-dire que le servage a été abandonné parce qu'il ne devenait plus non plus vivable, parce qu'on avait mis des enclos autour des champs et que les gens ne pouvaient plus faire pâturer leurs bêtes, ne pouvaient plus ramasser du bois, n'avaient plus le droit à ce que la nature offrait gratuit à un certain moment, parce qu'elle devenait propriété privée par la bourgeoisie qui dominait. Et du coup, c'est un progrès oui et non, c'est-à-dire qu'on a quand même emmené des foules à l'usine de force, et des foules qui n'ont pas eu un véritable choix. J'ai du mal à comprendre cette notion de liberté là-dedans. Alors, évidemment que le progrès est tout relatif. Mais dis-toi bien que, à l'époque de la féodalité, bon, je ne suis pas un spécialiste de la féodalité, mais tu as tout à fait raison, hein, Marx en parle dans le Capital, il analyse pourquoi on en est arrivé aux individus libres. Effectivement, ça a été
un peu une marche forcée. Mais si tu veux être un travailleur libre sur un marché, tu as le droit à partir de ce moment-là. Avant, ce n'était pas possible. Il y avait l'aspect inféodé des paysans qui se retrouvent, disons, ouvriers de force, mais il y avait aussi un libre marché, c'est-à-dire qu'un bourgeois ou un indépendant pouvait travailler librement. Voilà, donc c'est là-dedans, c'est là-dessus. C'est pour relativiser tout de même. Évidemment que, avec le recul, on dit, bah oui, bon, la bourgeoisie, en gros, elle a récupéré le pouvoir, elle s'est servie évidemment du peuple pour avoir le pouvoir, on est bien d'accord. Mais tout de même, sur le plan de l'anthropologie, c'est un progrès limité pour certains, pour une classe, la classe bourgeoise, mais c'est tout de même un progrès. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il faut continuer ce progrès et se défaire de ce mode de production capitaliste. Donc il y avait ce marché des indépendants, un individu libre sur un marché, qui doit valider socialement le produit de son travail. En gros, je fabrique une camelote et je peux la vendre librement, ça c'est pas possible, sur un marché. Et de ce bénéfice, j'en tire un revenu. Il y avait une deuxième forme de travail qui a été plus ou moins abolie à la fin du XIXe siècle, le contrat de louage d'ouvrage. Je rappelle, c'était une partie à trois, un donneur d'ordre, un capitaliste, qui négociait avec un négociant le prix de la marchandise fabriquée par le négociant. Enfin, fabriquée par le négociant, fabriquée par les ouvriers derrière. L'institution, c'était le prix du marché de la marchandise. Et quand ils se mettaient d'accord sur le prix, le négociant, il devait se débrouiller, le marchandeur devait se débrouiller pour fabriquer la marchandise. Et là, il prenait, il enrôlait n'importe qui. Et il n'y avait pas de contrat de travail, il n'y avait pas de salaire minimum. Là, de temps en temps, le marchandeur, il exploitait sa famille, ses enfants, sa femme, ou les gens qui trouvaient dans la rue, en disant, ben voilà, je t'offre le gîte et le couvert, tu vas fabriquer mes chemises pour moi. Donc le travail des ouvriers était invisible. Ça doit vous rappeler quelque chose. Quand H&M délocalise ses entreprises pour fabriquer ses t-shirts au Bangladesh, H&M, c'est le donneur d'ordre capitaliste, et il ne se soucie absolument pas de savoir qui va produire ces t-shirts. En temps en temps, il y a un scandale qui éclate. Il y a quelques années, il y a un immeuble qui s'est effondré. On s'est aperçu qu'il y avait plein d'enfants, de femmes, enfin bref. Toute la misère humaine qu'on retrouvait au XIXe siècle. Donc, H&M s'est décommuniqué, on n'était pas au courant, mais comment, on s'engage, enfin. Bon, vous connaissez la chanson. Donc, c'est un retour du contrat de louage d'ouvrage. À la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, les ouvriers organisés ont réussi à abattre le marchandage en créant une nouvelle forme de travail qu'on appelle l'emploi. L'emploi, c'est un conquis social. Encore une fois, c'est un progrès social, encore une avancée. C'est-à-dire qu'on a responsabilisé les capitalistes, les donneurs d'ordre, et on leur a dit, maintenant, tu vas devenir employeur, tu vas devenir responsable de moi, et moi, je vais devenir ton employé. On a inventé le code du travail, les conventions collectives, le salaire à la qualification du poste dans l'emploi. Quand vous êtes dans l'emploi, c'est l'emploi qui est payé, c'est pas vous. Si vous n'avez pas d'emploi, pas de poste dans l'emploi, pas de salaire. Mais tout de même, c'est une avancée, parce qu'on a qualifié le salaire.
le poste de salaire. Dans le XIXe siècle, le salaire, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle salaire, souvent on parle de salaire au XIXe siècle, parce que Marx en parle dans le Capital, mais le salaire, c'est un mot savant. Personne n'utilise ce mot. On parle de la paye, du revenu, mais on ne parle pas de salaire. Le revenu capitaliste, qu'est-ce que c'est? C'est le revenu minimum donné aux travailleurs pour que demain matin, ils soient au rendez-vous au poste de travail, au travail. Le minimum. Pourquoi le minimum? Encore une fois, à cause de l'exploitation. Moins je vais payer mon travailleur, plus je vais pouvoir tirer du profit de sa production de valeur économique. C'est pour ça que les capitalistes ont toujours mis la pression sur les bas salaires. Parce que payer un ouvrier, si on le paye beaucoup, eh bien, c'est moins de profit. Donc on invente toujours, le capital invente toujours des outils pour piquer un maximum de part de la valeur économique produite par le travail vivant. Et donc, c'est ce qu'on appelle le revenu du capital, le revenu dans le mode de production capitaliste. Un revenu très bas, mais pas insignifiant, parce que si le travailleur ne peut pas s'alimenter, ne peut pas se loger, ne peut pas éduquer ses enfants, eh bien, l'armée de réserve pour le capital ne va plus fonctionner et il n'y aura plus de production de valeur économique. Donc c'est toujours un savant équilibre, avec un salaire vraiment très très bas. Donc le salaire à la qualification du poste dans l'emploi, il oblige certaines contraintes pour l'employeur. C'est-à-dire donc un contrat de travail, des conditions d'embauche, des conditions de licenciement, des conditions d'horaire à ne pas dépasser. Donc tout l'enjeu du XXe siècle, c'est de descendre le temps de travail dans la journée, des conditions de maladie, de santé dans l'emploi, des conditions de chômage. Si je perds mon poste, j'ai droit à du chômage. Dans le travail indépendant, le chômage est inexistant. Nous l'avons vu lors de la crise du Covid. En ce moment, qui a touché du salaire? Les gens dans l'emploi, grâce à l'activité partielle. 70%, certes, mais les indépendants, zéro. Pas de chiffre d'affaires dans l'entreprise. Un restaurateur qui ferme son restaurant, plus de chiffre d'affaires, plus de salaire. Catastrophique. Donc, obligé de faire des aides, les États empruntent, bon, voilà, on va en parler. Mais on voit que l'emploi a été une avancée, un progrès social par rapport au mode de travail, au mode de production au XIXe siècle. Donc, ça c'est, disons, la deuxième institution. Et la troisième et dernière institution du capitalisme, c'est le crédit pour l'investissement. Tout capitaliste a besoin d'investir dans son outil de travail. Vous avez un outil, si vous ne le réparez pas rapidement, il va s'user, et puis il va se casser, et puis ça va être la catastrophe. Vous ne pouvez plus travailler, donc plus produire de valeur économique. Donc c'est toujours un équilibre dans le profit, la part de l'investissement. Et pour investir dans le capitalisme, eh bien, on va chercher l'argent sur un marché financier. On va faire un crédit aux banques. Donc ça, c'est une autre forme, c'est une institution du capitalisme, du mode de production capitaliste. Pour l'investissement, c'est le crédit. L'opposition, le miroir à tout cela, un mode de production dit communiste. Communiste, il faut l'entendre comme la définition que Marx et Engels donnent en 1948, je crois,
dans l'idéologie allemande, ou plus tard, bon, je ne me souviens plus de la date, peu importe. C'est comment sortir, le communisme, c'est la voie, le chemin qui nous mène à sortir du mode de production capitaliste. Donc vous voyez, cette définition, ça n'enferme pas le communisme dans un projet particulier. C'est la voie qui nous sort du capitalisme, le communisme. Donc on peut comprendre qu'il y a eu, au XXe siècle, des tentatives de communisme. Et il y a encore des tentatives de communisme aujourd'hui en France. Nous allons le voir. Tout comme il y a eu, à l'époque féodale, des tentatives de capitalisme de la part des bourgeois. Les bourgeois ont collaboré avec la noblesse. Des fois, il y a eu des grandes avancées, puis des reculs, ils ont perdu, ils ont collaboré dans des gouvernements, voilà. Le capitalisme a mis 5 siècles à se créer. Qu'est-ce que ça veut dire, 5 siècles pour se créer? C'est 5 siècles pour imposer, pour changer totalement le mode de production féodal en mode de production capitaliste. Aujourd'hui, on nous éduque, le capitalisme a gagné en 1789. La Révolution française voit l'avènement du capitalisme. Et c'est un peu trompeur de dire cela, parce que ça nous fait croire que de rien, on passe à tout. La veille, le 13, c'était la féodalité, le 14, boum, c'est le capitalisme. C'est trop simplé. Ça ne marche pas comme cela. La bourgeoisie a réussi à faire une révolution, ça veut dire changer les institutions politiques, alors qu'elle avait déjà changé le mode de production féodal en mode de production capitaliste. Donc c'est rien du tout une révolution. Révolution, c'est la cerise sur le gâteau. Croire aujourd'hui que nous allons changer de mode de production capitaliste en autre chose grâce aux prochaines élections en 2022, ce sont des enfantillages. Ce n'est pas ni Mélenchon, ni Poutou, ou qui sais-je, qui vont transformer le mode de production capitaliste en mode de production communiste. C'est un temps extrêmement long à changer. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà commencé depuis un siècle. Et nous avons déjà commencé à hauteur de 1/4 de la production de valeur du PIB. 25% du PIB en France aujourd'hui est produit sous une forme communiste, qui n'est jamais dit, évidemment. Ça donnerait des idées, mais nous allons le voir.